Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un sujet aussi sensible que nécessaire. Après une vidéo venue de RDC qui a beaucoup choqué, on y voit un médecin frapper une femme juste après son accouchement. Une scène insoutenable mais qui pose une question plus large, celle des violences gynécologiques et obstétricales, encore largement invisibles sur le continent. Un enjeu de santé publique mais aussi de droits fondamentaux. Pour en parler, nous recevons la docteure Ndeye Khady Babou, spécialiste en santé sexuelle et reproductive. À la une aussi, ce projet de réforme qui suscite la controverse au Gabon, une classification des citoyens en 3 catégories et un pouvoir élargi du chef de l'État qui pourrait retirer la nationalité. Explication à suivre. Et en ce 4 avril, fête de l'indépendance au Sénégal, nous irons à Thiès, ville qui accueille les célébrations, une première depuis près de 50 ans, au programme défilé militaire et civil avec en ligne de mire les futurs Jeux olympiques de la jeunesse de novembre prochain. Une fois n'est pas coutume, on ouvre ce journal par le focus. Et ce soir, on s'intéresse aux violences gynécologiques et obstétricales après cette vidéo choc en RDC qui a suscité une vague d'indignation. Au-delà de ce cas, c'est toute une réalité encore peu reconnue qui interroge des femmes humiliées, maltraitées ou ignorées dans des moments critiques comme l'accouchement. Avant de recevoir notre invité, je vous propose de retourner en RDC avec ce reportage de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangoula, et on en parle juste après. Persil est son nom d'emprunt. Il y a 2 ans, elle a accouché dans un hôpital public de Kinshasa. Les larmes aux yeux, elle raconte son calvaire. Je n'ai pas réussi à pousser. J'avais de fortes douleurs. Les sages-femmes m'ont insultée, m'ont dit que j'étais idiote et qu'elles allaient me laisser mourir. Elles m'ont frappé très fort les jambes pour me forcer à pousser. Finalement, après 48 heures de souffrance, un médecin décide d'une césarienne en urgence. Un acte, dit-elle, qui lui a sauvé la vie, mais qui l'a profondément traumatisée. Quand je vois ma cicatrice sur mon ventre ou que je regarde mon enfant, je ressens encore la douleur de l'accouchement. J'ai cru que j'allais mourir. En République démocratique du Congo, les violences dans les salles d'accouchement restent taboues. Une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a lancé le débat. On y voit une jeune femme qui vient d'accoucher se faire frapper par son médecin car elle refuse d'être recousue sans anesthésie. Dans le pays, c'est l'indignation. Le médecin a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour coups et blessures simples. Une peine insuffisante pour les associations féministes qui appellent à remettre en cause le système de santé. Hôpitaux sans médicaments, gynécologues pas assez formés, il y a urgence à réagir. L'impunité fait en sorte que ces pratiques des violences gynécologiques et obstétricales soient cachées sous les labels de sauver une vie ou sauver des vies. Même s'il faut sauver une vie, que cela soit réalisé dans la dignité. Cette militante affirme recevoir au moins une femme par semaine traumatisée par son accouchement. Mais il n'existe aucun chiffre officiel. Dans le pays, les violences obstétricales sont encore peu documentées et rarement sanctionnées. Allez, au-delà du cas congolais, on ouvre le débat dans le JTA. Pourquoi ces violences restent-elles taboues? Que disent-elles de nos systèmes de santé? Et surtout, comment y mettre fin? Et pour aller plus loin, on retrouve Dr Ndeye Khady Babou depuis Dakar, qui est médecin spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Merci à vous d'être avec nous. Cette vidéo en RDC a beaucoup choqué, mais est-ce un cas isolé ou le révélateur d'un problème beaucoup plus large, selon vous? C'est une des formes les plus spectaculaires qu'on a eu peut-être à voir sur les dernières années en termes de violence gynécologique obstétricale. Et donc, ça a fait beaucoup parler, ça a choqué les gens qui ont découvert peut-être ces violences dans le milieu médical avec cette vidéo. Mais une étude menée par la GES au Sénégal en 2024 révélait qu'une femme sur 3 avait eu à vivre des violences gynécologiques obstétricales dans son parcours de soins santé sexuelle et reproductive. Une femme sur 3. Alors Et rien que concrètement, sur la question...
Oui, Mhm. justement, je vais vous donner l'occasion de nous expliquer en fait que recouvre exactement le terme de violence gynécologique et obstétricale. De quoi on parle concrètement? Quand on va parler de violences gynécologiques et obstétricales, ça va être toutes les violences que les femmes, les jeunes filles vont vivre dans leur demande de soins en santé sexuelle et santé de la reproduction, que ce soit les interactions entre ces usagers de services et le personnel médical, mais aussi la manière dont le système de soins et les politiques de soins de santé sont pensées pour rendre accessible la santé sexuelle et reproductive au niveau des populations directement concernées. Donc, ça va être, comme vous l'avez vu dans le cas sur la vidéo au Congo, un médecin qui se permet de bastonner une parturiente, une femme qui vient juste d'accoucher, parce qu'elle aurait dit qu'elle ne voudrait pas de soins sans avoir bénéficié d'anesthésie. Ça va être des propos violents, donc des violences verbales. Ça va aussi être le refus de soins. Mais pour pousser un peu plus loin, c'est aussi parfois quand pendant les examens physiques tels que le toucher vaginal, bah, au Sénégal, par exemple, dans l'étude du GES, 8 femmes sur 10 avouaient que avant un toucher vaginal, les médecins ne leur fournissaient ni explication, ni de demander leur consentement. Donc, c'est toutes ces formes-là qui sont aussi des violences gynécologiques obstétricales que les femmes subissent dans les structures de soins. Et ça, ce n'est que pour parler des interactions malades, prestataires de soins. Oui, on vous entend. À vous entendre d'ailleurs, docteur Babou, c'est extrêmement banal. Une femme sur trois avoue en été victime, en être victime. Mais pourquoi ce phénomène reste encore peu reconnu en Afrique et en Afrique francophone en particulier? Parce que les violences gynécologiques et obstétricales appartiennent au continuum des violences sexuelles sexistes, donc ce sont des violences de genre qui vont s'inscrire dans des violences structurelles avec la combinaison de tout ce qui est paternalisme médical, mais pour dire le mot, c'est vraiment du patriarcat dans le milieu médical, où encore il y a des rapports de domination entre les prestataires de soins et les usagers des services de soins, avec cette dichotomie qui existerait entre le sachant qui en saurait plus sur ton corps et donc à peine prend ton avis ou accepte tes choix parce que tu serais profane. C'est aussi la résultante de tout ce qui est vision culturelle autour du corps des femmes et de la coercition que ces femmes-là peuvent subir dans les systèmes patriarcaux, mais aussi avec une touche culturelle et religieuse. Oui. Il y a notamment tout ce qui tourne autour de la douleur que les femmes sont censées subir pendant l'enfantement. On dit carrément que tu accoucheras dans la douleur. Dans la douleur et en silence, il y a s'il vous plaît, en plus. Et en silence. Oui. Il y a aussi la romantisation de la douleur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu à discuter beaucoup avec des femmes dans le cadre du projet qu'on a mené. C'est aussi cette romantisation de la douleur. C'est-à-dire que, par exemple, quand une femme accouche par césarienne, c'est comme si elle aurait moins accouché qu'une femme qui aurait accouché par voie basse, parce qu'il y a une romantisation de la douleur. Et donc, ça, c'est une porte ouverte à la maltraitance dans les services de soins. Il y a aussi un héritage colonial qu'on n'adresse pas toujours, l'héritage colonial de comment est-ce qu'aujourd'hui le corps des Africains, en particulier des femmes africaines, est traité par le milieu de soins, parce qu'il y a un héritage de non-consentement, d'exploitation, etc. des corps. Et ça, ce n'est pas, par exemple, réfléchi dans les cursus de formation dans les universités africaines et africaines. On vous entend, docteur Babou. Il y a 2 points importants que j'aimerais qu'on aborde rapidement. On arrive à la fin de ce focus. Vous insistez sur une approche structurelle. En quoi ces violences dépassent-elles la responsabilité individuelle des soignants, comme dans le cas du médecin qu'on a vu? Et après, j'aimerais qu'on passe aux solutions d'un mot, évidemment. Oui, parce que quand on parle de systémique par rapport à ces violences-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une culture des soins. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on va former le personnel médical justement par rapport à ces enjeux-là de droit et de dignité? Parce que quand on parle de violence gynécologique obstétricale, au-delà des enjeux de santé publique, il s'agit d'enjeux de droits humains fondamentaux des femmes. Et le fait qu'il y ait cette impunité, parce que jusque-là, ce qui restait dans les salles d'accouchement était assez tabou. Toi, en tant que femme, tu n'osais pas parler du traitement. Voilà, on était censé. Il y a un proverbe en Afrique, au Sénégal, qui dit par exemple qu'après l'accouchement, tu oublies tout. Mais non, tu n'oublies pas. Non, C'était juste parce que tu penses que tout le monde subit la même chose. Mais
En parler. Oui, en parler, c'est... Et alors, un mot peut-être pour vous entendre, je suis désolée, docteur Babou, mais les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, d'un mot? Oui, il y a deux phases en fait. C'est au niveau individuel, la libération de la parole, et ça se fait merveilleusement au cours des dernières paroles. Les gens en parlent de plus en plus, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans d'autres pays comme le Burkina et le Bénin. Mais il y a aussi une action collective qu'il va falloir adresser, c'est-à-dire comment est-ce que les politiques au niveau de nos différents pays vont enfin entendre et accepter la politisation de ces violences que les femmes subissent dans les services de santé sexuelle et reproductive et du coup l'introduire dans l'arsenal de lutte contre toutes les formes de violence que les femmes subissent dans nos sociétés. Absolument. Merci Sénégal, beaucoup. On vous entend, docteur Babou, Ndeye Khady Babou. Merci d'être venu. On reparlera évidemment de ce sujet-là parce que c'est un sujet de santé, on l'a vu, et c'est très concernant, évidemment. Merci beaucoup. L'actualité de ce samedi se passe aussi au Cameroun où les parlementaires ont largement adopté un texte pour instituer un poste de vice-président qui devient le successeur constitutionnel du président de la République en cas de vacance du chef de l'État. Un vote sans surprise car l'Assemblée nationale est largement dominée par le parti au pouvoir. On écoute les parlementaires. C'est un projet de loi qui vient à point nommé. Il a suscité beaucoup de débats et d'interrogations dans la société. Donc, il était temps qu'il y ait un dispositif légal qui puisse faire en sorte que, en cas de vacances, le président de la République puisse, n'est-ce pas, être remplacé. Il est exclusivement taillé à la mesure de l'ordre gouvernant pour pouvoir continuer à pérenniser leur pouvoir. Donc, pour nous, ça n'a pas sa place en ce moment. Les Camerounais ont d'autres problèmes qu'il fallait résoudre avant la création de ce poste de vice-président. Alors, en cas de vacances, il faut comprendre, en cas d'incapacité du chef de l'État à faire son travail correctement. Hein, voilà. On passe à un autre projet de réforme qui divise profondément l'opinion publique au Gabon. Au cœur des tensions, une classification des Gabonais en 3 catégories et un pouvoir élargi accordé au chef de l'État pour retirer la nationalité. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzé, fait le point sur ce texte qui arrive bientôt au Parlement. Les opposants à cette réforme du Code de nationalité dénoncent ce qu'ils appellent la hiérarchisation des Gabonais. L'ordonnance prise par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, distingue les Gabonais d'origine, d'adoption et d'affiliation. Cette classification est vécue par une partie de l'opinion comme une fracture du vivre ensemble qui enflamme les réseaux sociaux. Autre point explosif, l'article 64 sur les conditions de la déchéance. À titre d'exemple, tout Gabonais engagé dans une armée étrangère contre les intérêts nationaux perdra sa nationalité de plein droit. Et ce n'est plus le juge qui décide, mais c'est le président. Il faut ramener ça à des exemples concrets. Vous avez 2 enfants et puis vous adoptez un autre. Mais dans leur parcours professionnel, l'État va dire, toi tu es un bon Gabonais et toi tu es un mauvais Gabonais. Ça serait comment? Et le fait même de retirer cette prérogative du retrait de la nationalité au juge et de la transférer à la discrétion du chef de l'État montre bien qu'il y a un objectif qui est recherché. L'objectif, c'est de punir les Gabonais qui oseraient aller à l'encontre des choix qui sont faits par l'exécutif. Face à cette polémique, le gouvernement assure que la procédure est régulière. Le porte-parole Edgar Mombo rappelle que le texte n'est qu'une ordonnance qui sera examinée par les députés en première lecture. C'est seulement après le passage par le Parlement que la loi devra être ratifiée. Par conséquent, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de précipitation, ni volonté de forcer le passage. L'ordonnance obéit simplement au schéma tracé par la Constitution. Donc, visiblement, rien de définitif, car le texte sera examiné par le Parlement et c'est là que le débat promet d'être passionné. Car au-delà des mots d'origine ou d'adoption, c'est toute la conception de la citoyenneté gabonaise qui est en train d'être redessinée. Allez, en ce 4 avril, on célèbre la fête nationale du Sénégal et le pays a choisi Thiès, 3e ville du pays, qui, pour la première fois depuis 50 ans, pour accueillir les programmes de défilés militaires et civils haut en couleur. L'événement avait pour thème les forces de défense et de sécurité partenaires des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, qui a été présidé notamment par le président de la République. Les détails avec notre envoyé spécial à Thiès, Eliman Dao. Ce 4 avril est plus qu'une commémoration, c'est un moment de rassemblement
et de fierté, a affirmé le président sénégalais lors de son adresse à la nation ce vendredi à la veille de cette fête de l'indépendance. C'est donc Thiès, grande ville située à 70 km à l'est de Dakar, qui accueille cette fête pour la première fois depuis 1979. La fête est inscrite sous le thème des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal doit accueillir au mois d'octobre. La jeunesse ciblée par les autorités sénégalaises. Ils ont été très nombreux à sortir massivement dans les rues de Thiès pour assister à ce défilé militaire et civil. Je vous propose d'écouter les Thiessois très heureux d'accueillir cette fête chez eux. Président Diomaye, Sonko, tout le monde est ici. Il y a aussi des policiers, des militaires. Tout le monde est ici pour fêter cette fête. Et je suis tellement heureuse. C'est une laisse. À chaque fois, quand on sort, tu as du mal à passer au niveau des ruelles. Donc tout ça, c'est pour vous dire tout simplement que c'est une grande fierté. Je suis très contente et très heureuse. On est venu de très loin avec les enfants pour assister à cet événement malgré la chaleur. Ce défilé militaire à Thiès est inscrit dans le cadre du programme Indépendance du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye visant à délocaliser cette fête de l'indépendance dans les capitales régionales. Une initiative visant à moderniser ces villes de l'intérieur du Sénégal. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Thiès à Pointe-à-Pitre en passant par Dakar. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Cette semaine, dans le Paris des Arts, chanteur et guitariste Axel Bauer nous embarque dans un tourbillon musical avec Grand 8. Il me ressemble par son côté rock, je pense par les guitares, par les textes aussi et par les choix artistiques. Puis, rencontre avec Lee Chevalier, qui sublime l'encre à travers des œuvres monumentales. L'eau est totalement incontrôlable. Donc en fait, c'est un équilibre entre le contrôle et l'abandon. Enfin, entre poésie intime et regard engagé, Gauvin Cers nous touche avec son nouvel album Boulevard de l'enfance. Suivez Valérie Fayolle dans le Paris des Arts sur France 24.